Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 7 janvier. Voici les titres de ce journal. Les restaurateurs incités désormais à proposer des doggy bags. C'est l'une des solutions avancées dans le plan anti-gaspillage lancé par le gouvernement et qui est entré en vigueur en ce début d'année. Exemple à Notre-Dame-de-Mont où un restaurant propose à ses clients de repartir avec le reste de leur assiette depuis environ 2 ans. 4 centrales solaires supplémentaires vont sortir de terre d'ici à 2017 dans le département. Les panneaux photovoltaïques seront installés sur d'anciennes décharges. Ces projets portés par le CIDEV viennent d'être retenus par le ministère de l'écologie. À chaque galette, il rêve d'être roi, pas pour la couronne, mais pour la fève. Rencontre à la fin de cette édition avec Gérard Daniel. Cet ancien boulanger-pâtissier est fabophile. Il collectionne les fèves, il en possède plus de 40 000. Mais d'abord, commençons ce journal avec l'une des images du jour, celle de François Hollande, présentant ses vœux aux forces de sécurité. 1 an après les attaques contre Charlie Hebdo et l'hypermarché Cacher, le chef de l'État prônait la fermeté, la réactivité et l'unité face au terrorisme. François Hollande a promis plus de moyens pour la police et la gendarmerie. Des vœux présentés dans la cour de la préfecture de police de Paris, un lieu symbolique. C'est là qu'il avait rendu un hommage national aux 3 policiers tués lors des attentats de janvier. 1 an après, un moment de recueillement sera organisé dimanche à Paris, place de la République. En Vendée, un rassemblement a été organisé ce jeudi soir, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. À l'appel du Club de la presse de Vendée, nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine édition. C'est une mesure qui est entrée en vigueur en ce début d'année. Les restaurants doivent désormais trier leurs déchets. Cela concerne les grands établissements, ceux qui servent plus de 150 à 200 couverts par jour. L'objectif, c'est de pouvoir séparer les restes alimentaires des autres déchets pour pouvoir ensuite les valoriser en compost. Et pour aller plus loin dans la lutte contre le gaspillage, les restaurateurs sont également incités désormais à proposer des doggy bags à leurs clients. Repartir avec le reste de son assiette, c'est courant aux États-Unis. En France, la pratique reste marginale. Un restaurant de Notre-Dame-de-Mont a franchi le pas il y a environ 2 ans à Pauline Laurent. Ne pas finir son assiette au restaurant ne sera bientôt plus tabou. Grâce au doggy bag, on peut maintenant remporter ses restes chez soi. Je trouve que c'est bien parce que quand on vide pas son assiette, je crois que c'est ça le principe, eh bien on peut ramener ses restes chez soi et les manger le soir. Les repas sont souvent copieux, donc le soir, ça fait un petit encas. Autant que ça serve, au lieu que ça aille à la poubelle. S'il en restait trop, oui. Plutôt de gaspiller, mais on n'a pas l'habitude de faire ça. Car en effet, cette pratique n'est pas du tout répandue en France. Pourtant, elle permettrait de réduire considérablement les déchets des restaurants, chiffrés par la Commission européenne à près de 14%. Les doggy bags seraient donc une bonne solution à la réduction des déchets, mais pour certains consommateurs, il est inconcevable de demander. C'est osé de proposer, de demander au restaurateur de ramener notre assiette chez nous quelque part. Après, même si on a payé, pour certaines personnes, ça peut être normal, mais non. Non, c'est pas ce que je ferais. On n'est pas habitué, il faut le dire. Non, c'est vrai. C'est pas des choses qui se font, je l'ai jamais fait. On l'a juste fait une fois pour une bouteille, c'est tout. Repartir avec sa bouteille de vin à peine entamée fait également partie du concept de doggy bag. Hélène Clotour l'a bien compris et cela fait déjà 1 an et demi qu'elle propose ce service à ses clients. Inscrit sur sa carte, proposé à chaque service, c'est devenu une habitude. Le client, il paye sa bouteille ou son plat, donc s'il finit, c'est à lui. Il l'a payé, donc il va le payer, mais en tout cas, c'est à lui. Donc, je vois pas pourquoi il pourrait pas repartir avec. Elle emballe donc tous les restes dans des emballages recyclés, comme ses barquettes en aluminium ou ses bacs à glace. Et sur chaque emballage, une petite étiquette avec certaines recommandations. C'est bien noté à conserver au réfrigérateur, à consommer très rapidement. Une manière simple de rappeler qu'il ne faut pas rompre la chaîne du froid pour éviter toute intoxication alimentaire. C'est d'ailleurs l'une des principales réticences des restaurateurs aujourd'hui. Être poursuivis par des clients malades après qu'ils aient emporté leur doggy bag. Au chapitre éducation, une quinzaine de personnes s'est rassemblée hier mercredi devant l'inspection d'académie de Vendée. Une mobilisation des personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Ils réclament une meilleure reconnaissance de leur statut. Ils ont d'ailleurs créé un collectif pour mieux se faire entendre. Ces auxiliaires de vie scolaire et ces accompagnants bénéficient souvent de contrats précaires. Un nouveau statut a pourtant été défini il y a 2 ans. Il prévoit une professionnalisation de ces personnels avec des recours plus systématiques à des CDI. Mais pour le collectif, ce statut met du temps à se généraliser et beaucoup de questions restent en suspens.
Comment se fait-il qu'on continue à embaucher sur un autre statut, donc qu'on maintienne finalement une précarité? Comment se fait-il aussi que les quotités horaires de nombreuses de ces accompagnants ont diminué, donc elles ont vu leur salaire baisser pour celles qui sont passées sous le nouveau statut, et puis aussi faire en sorte qu'on respecte aussi leur investissement et leur temps de travail, parce que souvent maintenant elles suivent sur des élèves sur plusieurs écoles, le temps n'est pas décompté. Le gouvernement veut développer l'énergie solaire. Elle représente aujourd'hui 1% de la production d'électricité en France. Mais le ministère de l'écologie a lancé ces dernières années plusieurs appels à projets. L'objectif, c'est de favoriser l'installation de panneaux photovoltaïques dans notre pays. Près de 200 projets viennent ainsi d'être retenus. Et parmi eux, 4 se situent en Vendée. Ces centrales solaires verront le jour d'ici la fin 2017 sur des sites d'enfouissement de déchets. Explication, Élodie Pépin. Elles sortiront bientôt de terre, 4 centrales photovoltaïques installées sur 4 centres d'enfouissement de déchets, à La Roche-sur-Yon, à Givran, à Talmont-Saint-Hilaire et à Avrier. C'est donc pratiquement 60 hectares de terrain qui vont pouvoir être recouverts de photovoltaïque en Vendée pour une production aux alentours de 18-20 mégacrètes. Un investissement de 22 millions d'euros sur 20 ans. 4 centrales photovoltaïques qui viennent s'ajouter à celle du Poiré-sur-Vie, actuellement en construction, et à celle de Foussé-Perret, en fonctionnement depuis 2013. Ce panneau est constitué de 60 cellules, une taille standard sur les installations photovoltaïques. Ces cellules sont toutes raccordées avec des fils conducteurs et permettent de générer par le dessous, par un boîtier, permettent de générer l'électricité. De la même manière, les 4 centrales photovoltaïques permettront d'alimenter 13 400 foyers vendéens dès 2017. Nous allons passer de 41 000 Vendéens alimentés par notre propre production ici au niveau de Vendée Énergie à 13 400 Vendéens supplémentaires. Donc une augmentation de 33% des Vendéens qui vont pouvoir être alimentés par de l'énergie renouvelable. Le département souhaite ainsi prouver que le territoire vendéen est dynamique en matière d'énergie renouvelable. La Vendée a d'ailleurs pour projet d'installer une route solaire grâce à des panneaux composés de cellules photovoltaïques qui permettront de produire de l'électricité. Pour le moment, le lieu n'a pas été communiqué, mais la route devrait voir le jour au printemps prochain. Montrévert, Rive de Lyon ou Sèvremont. Voilà quelques-uns des nouveaux noms qui sont apparus depuis maintenant une semaine sur la carte de la Vendée. Le 1er janvier, 21 communes du département ont en effet fusionné avec une ou plusieurs communes voisines. Objectif, avoir plus de moyens pour agir. Alors comment ce changement a-t-il été vécu par les habitants ? Faut-il voir dans la disparition de certaines communes une perte d'identité ? Grégoire de Châtillon s'est rendu dans la toute nouvelle commune d'Essarts-en-Bocage. Avec ses quasi 100 km², Essarts-en-Bocage est devenue le 1er janvier la plus grande commune du département, pratiquement la taille de Paris. L'ensemble des communes annexes des Essarts, Sainte-Florence, Boulogne et Loie, rassemble désormais 8 460 habitants. Une population qui, au premier abord, ne se sent pas forcément dérangée par ce changement de nom. On partait des Essarts, bon, Essarts-Bocage, c'est pas mal, puisqu'on est dans le Bocage. C'est pas mal. Je suppose que dans l'ensemble, ça va bien se passer, quoi. Ça change, ça va changer le loi, quoi, mais autrement, ça, oui, pourquoi pas. Même si l'on touche à l'identité des noms, Jacques Bernard, le directeur de la Maison des communes de Vendée, se veut rassurant sur leur préservation. Ce qui est important à signaler, c'est que partout demeurent des communes déléguées. Ce qui n'était pas une obligation de par les textes. Toutes les communes nouvelles aujourd'hui, du moins en Vendée, ont fait ce choix de conserver des communes déléguées qui gardent leur nom. Autrefois, les Sables-d'Olonne et la Chaume avaient bien fusionné. Plus récemment, en 1964, La Roche-sur-Yon, elle, s'était agrandie avec l'aide de 2 de ses voisines, Saint-André-d'Ornay et le Bourg-sous-la-Roche, sans pour autant que leurs communes perdent leur identité. Sur La Roche-sur-Yon, certains habitants qui sont nés ici se disent toujours du Bourg-sous-la-Roche ou de Saint-André-d'Ornay. Je pense que ça ne les empêche aucunement de se considérer à part entière comme lyonnais, mais on peut ajouter
cet élément qui rappelle l'identité première. Depuis le 1er janvier, la Vendée, qui comptait alors 282 communes, en compte désormais 269. Alors la création de ces communes nouvelles pose quelques questions. On va essayer de vous éclairer, de démêler les idées reçues. D'abord, le code postal de ces nouvelles communes va être modifié. Faux, les adresses ne changent pas. Il suffira simplement aux habitants d'ajouter le nom de la commune nouvelle à leur adresse actuelle. Les démarches administratives dans les mairies seront toujours possibles. Vrai, chaque commune nouvelle a désigné un siège. Exemple, les Essarts pour Essarts-en-Bocage, la Flosselière pour Sèvremont. Les autres communes conservent une mairie annexe avec un maire délégué qui pourra continuer à célébrer les mariages. Les démarches administratives seront toujours possibles, même si au fil du temps, certains services devraient se regrouper. Enfin, dernière question, ces fusions de communes auront un impact sur les impôts. Vrai et faux, tout dépend où vous habitez. Les communes sont obligées d'harmoniser leur fiscalité, mais elles ont 12 ans pour le faire. Les impôts pourront donc ces prochaines années augmenter, rester stables ou baisser selon les cas, pour aboutir à un taux d'imposition uniforme sur l'ensemble de la commune nouvelle. On passe au sport avec en foot, c'est la reprise du championnat national après la trêve. Luçon recevra ce vendredi soir Béziers, stade Jean de Mouzon, ce sera 20h. Les Vendéens sont actuellement 2e du classement, les Biterrois seulement 16e. Dans le même temps, l'équipe des Herbiers jouera sur le terrain de Marseille-Consola. En basket, match à domicile pour Chaland qui affrontera Aix-Maurienne. Ce sera à 20h30 ce vendredi, salle Michel Vrignot. Les basketteurs vendéens occupent actuellement le milieu de tableau. Ils sont 11e. Enfin, un mot du Dakar. Après l'Argentine, les concurrents arrivent en Bolivie. Et certains pilotes vendéens ont grappillé quelques places au classement. À l'issue de la 4e étape, le motard Nicolas Billot était 98e. C'est 6 places de mieux. Dans la catégorie auto, Ronan Chabot et Gilles Pillot sont passés de la 23e à la 22e place. Éric Bernard et Alexandre Vigneault, eux, ont perdu 3 places. Ils sont 38e. Écoutez justement Éric Bernard. Aurélien Huard l'a joint par téléphone avant le départ de l'étape du jour. On attend avec impatience des grands espaces parce que c'est vrai qu'on a des conditions un peu particulières avec beaucoup d'eau, donc beaucoup de boue. Hier, c'était la seule journée sèche qu'on a eue. Le buggy est plus performant puisque si on regarde à peu près les temps qu'on faisait dernière, on était à peu près à 1h du premier, du leader. Chaque jour, alors qu'aujourd'hui on a 45 minutes. Hier on a eu 34 minutes sur 400 km si on n'avait pas eu de problème mécanique, donc on réduit le temps énormément. Maintenant devant ça roule très vite, tous les ans il y a des nouvelles voitures, des nouvelles personnes, comme c'est fait la Saint-Lô cette année. Mais ça va beaucoup mieux, bien sûr, on va beaucoup plus vite et puis on est beaucoup plus serein à travailler ensemble. C'est la période de l'année qu'il préfère, celle de la galette des rois. Bernard Daniel est fabophile. Cet habitant d'Esnay collectionne les fèves et il n'est pas le seul. L'association des fabophiles français compte plus de 3000 adhérents. En plastique, en faïence, représentant des personnages de cinéma ou des santons. Plus de 6000 séries officielles de fèves sont éditées chaque année. De quoi alimenter la collection de Bernard Daniel. Cet ancien boulanger-pâtissier en expose dans quasiment toutes les pièces de sa maison. Cyril Guillet. C'est parti. Donc voilà. Hop. Ici, les fèves, il y en a presque dans toutes les pièces. Il faut dire que Bernard Daniel en possède près de 42 000. Alors pas facile de leur trouver à toute une place à la vue de tous. J'ai du mal à toutes les mettre. Parce que j'aime bien aussi de temps en temps les regarder. Donc faire voir, il y en a d'autres. Les couloirs, le salon et même les chambres accueillent sa collection. Quand je vous parlais de grosses fèves, vous voyez, là il y en a aussi des grosses encore. Voilà 12 ans que ce boulanger à la retraite court après la perle rare. Et ce qu'il recherche plus particulièrement, ce sont les séries et ses fèves XXL. C'est des grandes fèves qui sont données ou vendues au boulanger à l'occasion, donc bien sûr de l'épiphanie, et d'une série de fèves. Par exemple, le Dropi va avec une série de fèves que le boulanger a mis dans ses galettes. Et donc, on lui a offert cette grande fève pour présenter sa série. Maya, c'est pareil. Hautes de 20 à 30 cm, ces fèves sont rares car éditées en peu d'exemplaires. Certaines de leurs petites sœurs sont aussi très convoitées, comme cette petite voiture bleue tirée du film Harry Potter. La fève toute seule est estimée actuellement à peu près entre 60 et 80 euros.
Chaque pièce de sa collection est méticuleusement prise en photo et classée dans son ordinateur. Bernard ne compte pas son temps ni ses kilomètres, car c'est aux quatre coins de la France qu'il déniche ses trouvailles. Hop, Scooby-Doo. Si je vois une série, je vais à Rennes. Là, cette semaine, je vais aller à Genneton parce que j'en ai fait réserver une série sur Genneton, sur Nantes aussi, donc je vais en profiter. Là, c'est pareil, ça c'est les livres de Yves Violier. Amateur de galettes, il garde ainsi un lien avec son ancien métier et s'épanouit à travers sa collection. C'est la fête qui va autour, les rencontres avec les gens, parce qu'on rencontre des gens de tout horizon, de tout département, donc après c'est l'échange, c'est surtout en fait un échange. Depuis 2004, ces passionnés se sont regroupés pour créer l'association des fabophiles de Vendée. Bernard en est le président et la structure regroupe une dizaine de membres et organise chaque année la plus grande bourse aux fèves de France. On passe à la météo. Il a beaucoup plu ces dernières heures dans le département, comme vous le voyez sur ces images tournées ce matin du côté de Notre-Dame-de-Mont. Certains fossés et certaines parcelles sont gorgées d'eau. Il est tombé en 24 heures entre 20 et 35 mm. Le littoral et le pays lyonnais ont particulièrement été arrosés. Résultat, le niveau des cours d'eau monte. Après la Sèvre nantaise, c'est le Lay qui est placé désormais en alerte jaune à la crue. Le temps va redevenir agité ce week-end avant l'arrivée du froid la semaine prochaine. En attendant, ce vendredi, ce sera un temps couvert avec des pluies fréquentes dans le sud du département. Quelques éclaircies dans l'après-midi. Il fera 10 à 12 degrés au meilleur de la journée. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain.